La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso fête ses 70 ans d'existence. La première institution publique du pays, créée en 1948, a lancé officiellement à Ouagadougou les activités commémoratives de ce jubilé de platine. En présence d'anciens présidents, secrétaires et directeurs généraux, les membres du bureau consulaire, des élus consulaires, les agents de l'institution admis à la retraite et le personnel administratif en fonction. Le président de la CCIBF a rappelé que la pionnière des structures d'appui au secteur privé s'est résolument engagée à travers ses dirigeants à transformer l'économie du Burkina Faso par la structuration et l'accompagnement du secteur privé, devenu aujourd'hui le moteur de la croissance économique. Il y a des activités culturelles, sportives, il y a des colloques qui seront organisés. Cet anniversaire sera également marqué par la publication d'un ouvrage historique sur le parcours de la Chambre de commerce de 1948 à nos jours et un ouvrage sur l'histoire du grand marché de Ouagadougou. La publication de 4 biographies en hommage à des personnalités qui ont fortement impacté la vie de l'institution. Au programme aussi, la construction d'une technopole qui abritera le centre de formation touristique et hôtelière et le centre de formation en bâtiments et travaux publics, des sièges de 4 délégations consulaires régionales. À peine la saison pluvieuse installée, le gouvernement togolais a entamé ses engagements vis-à-vis des paysans vulnérables. Des engrais NPK et urée sont subventionnés pour ces derniers. Qu'il était question par rapport à l'installation des pluies que les dispositions soient prises pour rassurer les paysans sur les besoins de consommation d'engrais qu'ils expriment. Le diagnostic établit un volume de stock de l'ordre de 85 000 tonnes d'engrais. Et donc par rapport à cette préoccupation, le gouvernement togolais a mobilisé cette année 2 935 millions pour l'acquisition des stocks d'engrais NPK et urée et en vue de la satisfaction des besoins exprimés par les paysans vulnérables. Ils sont 284 000 paysans répartis dans les 385 cantons sur toute l'étendue du territoire togolais à cultiver des surfaces de 0,5 à 1 hectare définis comme des paysans vulnérables. Il est demandé aux sociétés privées de créer minimum un point de vente dans chaque canton. C'est-à-dire que le gouvernement engage cette réforme pour satisfaire les demandes, mais surtout avec le souci de rapprocher les stocks des paysans dans leur lieu de résidence. Et les sociétés privées ont pris l'engagement de créer d'autres points de vente de façon à avoir au moins 400 points de vente sur l'ensemble du territoire. Un volume de 36 700 de stocks d'engrais est attendu pour la campagne agricole 2018-2019 qui vient d'être lancée. Élu fin décembre sur un programme pro-pauvre, le président libérien George Weah a approuvé un nouveau plan qui réduit les taxes sur un grand nombre de marchandises importées sur le marché libérien. Les taxes douanières vont donc baisser de 40 à 81% sur plus de 2000 produits largement consommés par les Libériens. Les attaquants du PSG et du Milan AC avaient demandé à son administration fiscale de lui soumettre des propositions dans les 72 heures. Le président a par conséquent chargé le ministère du Commerce et de l'Industrie de mettre en œuvre d'urgence une réduction cohérente et proportionnelle des prix des produits concernés afin d'apporter un soulagement aux populations pauvres. George Weah, en succédant à Ellen Johnson Sirleaf le 22 janvier dernier, a pris la tête d'un pays en grande précarité financière et lourdement dépendant de l'aide internationale. Il est notamment confronté à la dépréciation de la monnaie locale qui rend les marchandises importées impayables pour beaucoup de Libériens. Peu après son accession au pouvoir, George Weah avait annoncé une réduction de son salaire et de ses primes de 25% et fait passer de 16 à 13 $ le prix du sac de 25 kg de riz, aliment de base au Libéria, entièrement importé. Cette année, le Ghana devrait connaître un taux de croissance de plus de 8%, l'un des plus élevés au monde. Mais malgré ce chiffre flatteur, de nombreux Ghanéens sont prêts à tout abandonner pour tenter leur chance en Afrique du Nord, rêvant de rejoindre l'Europe
dans l'espoir de trouver du travail. Ici, à Sunyani, dans le centre du pays, un centre d'information a été mis en place pour dissuader les candidats à l'exil. Nous avons recours à des documentaires, des images de ce qui s'est passé là-bas. Nous utilisons ces documents pour les sensibiliser et leur dire que ce n'est pas facile en Libye et encore moins d'aller en Europe. Rien n'est facile là-bas, comme ils le pensent. L'échec de nombreux migrants à traverser le désert pour rejoindre la Libye ne décourage pas les nouveaux aspirants. Ernest est mécanicien, il a passé 20 ans en Libye, il est prêt à y retourner. Me dire que c'est dangereux, mais au Ghana, c'est tout aussi dangereux parce qu'il n'y a pas de travail. Pourquoi rester ici? J'ai des enfants, ma mère et ma famille. Je sais qu'il y a un danger, mais si je n'y vais pas, où vais-je trouver de l'argent et du travail? Albert est diplômé depuis 5 ans, mais il n'a pas réussi à décrocher un emploi stable. Son père et son frère sont déjà partis en Libye. Il économise pour les rejoindre. Si vous savez que vous venez d'un milieu pauvre, la seule chose que vous pouvez faire, c'est aller en Europe pour changer de famille et de vie, à condition seulement de ne pas se faire tuer ou de se noyer en mer. Le Ghana a récemment lancé un vaste programme visant à offrir 100 000 emplois à la jeunesse. Comme beaucoup de ses amis, Bismarck a déjà postulé. C'est un programme pour les diplômés et le salaire maximum que vous pouvez gagner est de 130 €. Je pense que c'est la meilleure approche pour soutenir les chômeurs au Ghana pendant un certain temps. Le président ghanéen a déclaré vouloir prouver au monde que le Ghana et l'Afrique peuvent se développer sans aide extérieure. Il devra avant tout convaincre ses concitoyens de croire en l'avenir de leur pays. 6 principaux points étaient inscrits à l'ordre du jour de la première Assemblée générale ordinaire du Conseil national du patronat du Bénin pour l'année 2018. Il s'agit entre autres de la présentation des projets de rapport d'activité et financiers pour l'année 2017. Une année qui s'est déroulée dans un contexte socio-économique particulièrement difficile pour les entreprises béninoises. La crise économique qui sévit dans notre pays n'a pas épargné nos entreprises, conduisant les unes à la fermeture, les autres à des licenciements économiques. Le Conseil national du patronat s'en est trouvé très fragilisé. Malgré ce contexte difficile, le CNP Bénin a mené plusieurs activités en 2017. Une des activités importantes du patronat était l'organisation en début d'année de l'atelier de vulgarisation sur le contenu de la loi de finances gestion 2017. Cette activité, elle avait connu une très bonne participation. On avait eu plusieurs ministres du gouvernement, des cadres de l'administration publique et tout. Et ça avait permis aux chefs d'entreprise d'être informés sur les réformes et innovations qui sont contenues dans la loi. Mais là, je parle de la loi gestion 2017. Gestion 2018, le patronat n'a pas été associé. Il y a la commission hôtellerie-tourisme qui a participé à travers sa présidente à des réunions de l'Agence nationale du développement du tourisme, de la Banque mondiale, sur des projets de développement du tourisme au Bénin. La commission énergie, elle s'est réunie pour échanger autour des activités à entreprendre dans l'année. Son président aussi a participé pour le compte de l'institution à de nombreuses réunions spécifiques thématiques. En ce qui concerne la nuit des managers, l'une des activités phares de l'institution, elle n'a pu se tenir en 2017 faute de moyens. Également, le CNP Bénin a fait face à plusieurs frustrations en 2017. Après le vote de la loi numéro 2016-15 du 28 juillet 2016, modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002, portant organisation judiciaire en République du Bénin, il a été procédé à la vulgarisation de la loi en vue de l'élaboration
de la liste d'aptitude pour la nomination des juges et conseillers consulaires dans les tribunaux et cours d'appel. Le CNP Bénin a procédé à la désignation de ses membres qui n'ont malheureusement pas été pris en compte par le gouvernement. Le CNP Bénin n'a pas été associé à l'élaboration de la loi des finances exercice 2018. Les nombreuses mesures et réformes y contenues ont été découvertes au même moment que tout le monde. Pour autant, le CNP Bénin n'entend pas baisser les bras. Il a appelé les mandants à redoubler d'ardeur, de courage et d'abnégation pour redonner vie à l'économie béninoise. Au cours des 4 premiers mois de l'année 2018, 3,4 millions de touristes ont visité le Maroc. Ceci équivaut à une hausse de 12% comparée à la même période en 2017. Selon les statistiques rendues publiques par l'Observatoire du tourisme du Maroc, cette performance est la résultante d'une forte progression du nombre de touristes étrangers, plus 19%. Les arrivées des Marocains résidant à l'étranger ont quant à elles augmenté de seulement 1%. S'agissant de la fréquentation des touristes étrangers, les Italiens arrivent en tête, plus 18%, ils sont suivis des Allemands, plus 14%, et des Français, plus 11%. Quant aux Anglais et Hollandais, ils sont au même niveau de fréquentation, plus 10%. Leur arrivée au Maroc a occasionné une hausse de 10% des nuitées totales enregistrées dans les établissements d'hébergement touristique classés durant les 4 premiers mois de 2018. Côté recettes, le pays a engrangé environ 2,2 milliards de dollars contre environ 1,9 milliard au cours de la même période en 2017, soit une augmentation de 18%. Les destinations les plus prisées au Maroc sont Marrakech, Agadir, Rabat, Fès et Tanger. En s'affichant à 41,5 milliards de dollars en 2017, les flux d'investissement directs étrangers vers l'Afrique ont enregistré une baisse de 21% par rapport à 2016. C'est ce qui ressort de l'édition 2018 du rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement sur l'investissement dans le monde. Selon cette instance, cette baisse s'explique essentiellement par la faiblesse des prix du pétrole et les conséquences négatives des mauvaises performances du secteur des matières premières sur le plan macroéconomique. Ainsi, dans les sous-régions du continent où les économies sont dépendantes des matières premières, cette baisse est plus prononcée. C'est le cas en Afrique australe, moins 66%, en Afrique centrale, moins 22%, en Afrique de l'Ouest, moins 11%, en Afrique du Nord, moins 4% et en Afrique de l'Est, moins 3%. Plus précisément, l'Éthiopie a attiré 3,6 milliards de dollars, soit environ la moitié des flux des investissements directs étrangers vers l'Afrique de l'Est. Au Kenya, les investissements directs étrangers se sont élevés à 672 millions de dollars, en hausse de 71% du fait de la forte demande intérieure et d'investissement dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication. Le Maroc a quant à lui attiré 2,7 milliards de dollars, soit plus 23%, par rapport à 2016. Globalement, les investissements directs étrangers enregistrés sur le continent en 2017 restent essentiellement portés par les firmes multinationales originaires d'économies développées telles que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Plusieurs économies en développement, notamment la Chine, l'Afrique du Sud, Singapour, l'Inde et Hong Kong, figurent aussi parmi les 10 premiers investisseurs en Afrique. Le montant des investissements africains sur le continent a augmenté de 8% pour atteindre 12,1 milliards de dollars grâce notamment aux stratégies d'expansion agressive des entreprises sud-africaines et marocaines. Pour 2018, les flux des investissements directs étrangers vers l'Afrique devraient augmenter d'environ 20% pour atteindre 50 milliards de dollars en raison notamment des prévisions d'une reprise modeste des prix des produits de base et d'une coopération économique interrégionale renforcée qui sera favorisée par la signature de l'accord de libre-échange continental. Plusieurs projets d'investissement majeurs sont initiés à Djibouti afin de booster l'économie du pays. Il s'agit entre autres de lignes de fer Djibouti-Addis Abeba, de ports minéraliers de Tadjoura, le port de Goubé,
Le lancement du chantier de la nouvelle mégazone franche de Djibouti à Cor-en-Bado, sans oublier la mise en service d'un gazoduc entre les gisements de gaz naturel du bassin d'Ogaden en Éthiopie et la côte djiboutienne. Ces projets majeurs s'appuient sur un cadre macroéconomique et réglementaire particulièrement attractif dans un contexte où la croissance économique du pays devrait se maintenir à des niveaux élevés, aux alentours de 7% pour les années 2018 et 2019. Ceci fait de Djibouti l'une des 10 premières économies d'Afrique en termes de dynamisme. Positionné au carrefour des grandes routes commerciales entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe, le pays se présente comme la grande porte d'entrée vers l'Afrique de l'Est.